J'avais choisi comme premier transparent cette bille bleue, Blue Marble. Celle, je croyais, qui était la première image prise dans l'espace, qui montrait la Terre dans sa totalité. Mais depuis hier, pour ceux qui étaient ici hier, et je vous conseille de le revoir en replay si vous regardez en replay, j'ai appris que la première image n'était pas celle centrée, avec le pôle sud bien en évidence en bas, les continents dans la direction que nous connaissons, mais cette image que vous voyez à mes épaules. Une image prise de façon extemporaine, comme ça, à partir de la capsule, qui nous invite à décentrer notre regard, qui nous invite à voir que les choses ne sont pas nécessairement comme on les attend. Et cette invitation, qui a été tellement bien formulée hier soir, qui est une invitation aussi que cette école de l'Anthropocène nous fait de façon aussi forte et aussi originale, et aussi un peu le parcours que je vais faire. Je vais essayer de décentrer mon regard de chimiste et voir ce que d'autres disciplines m'ont invité à étudier. Je reste cependant chimiste. Ça veut dire que j'imagine la Terre faite par 90 éléments. Ici, vous voyez un peu notre talisman de chimiste, le tableau périodique. Et ce tableau périodique comporte tous les éléments naturels qui sont écrits en gras et aussi des éléments qui sont radioactifs ou qui ont été carrément inventés par l'homme dans le laboratoire et que vous voyez plutôt vers le bas de la planche en caractère non plein. Bon, fun fact, vous ne le savez peut-être pas, mais tous ces éléments, leur quantité est absolument constante. Quoi que nous fassions, tout le carbone que nous pouvons brûler à partir de fossiles en CO2, tout ce carbone reste sur la Terre. Il y a un seul élément qui est assez léger pour échapper la gravité, et c'est l'hélium. J'espère que j'aurai un peu de temps à la fin de cette présentation pour rentrer un peu plus sur pourquoi c'est tellement un talisman pour nous, les chimistes, et pourquoi aussi c'est une invitation à décentrer notre regard. Mais pour l'instant, quelques éléments que je dois partager avec vous pour que quand même il y ait un peu de chimie dans cette présentation, c'est que la construction de ces tableaux est assez intéressante et organise les éléments du plus léger au plus lourd. Et il faut le lire de gauche à droite. D'abord H, hydrogène, on va tout au fond l'hélium et on finit la colonne. Et on la finit parce que tous les éléments dans cette colonne, qu'on appelle les éléments nobles, ont une stabilité intrinsèque. Nous ajoutons un électron, nous arrivions au lithium et continuons, beryllium, bore, carbone, azote. Je ne vais pas tout lire. Mais je vais mettre en avant les 3 éléments qui vont un peu m'accompagner dans cette présentation. Le premier sera le lithium. Vous voyez, le lithium, il est au début. Et pour sa tendance chimique est d'aller vers l'élément noble. La façon la plus simple pour lui de le faire, pour Yel, de le faire, est de perdre un électron, de devenir le ion lithium plus, et c'est cet électron-là qui est au cœur aussi de la transition énergétique des batteries dont nous entendons parler. Le deuxième élément dont nous allons parler est aussi le carbone. Et vous avez vu le carbone, si nous comptons 1, 2, 3, 4 colonnes, et après lui, 1, 2, 3, 4 colonnes. Il est exactement au centre, le plus léger des éléments qui sont exactement au centre. Et c'est cette caractéristique propre qui fait de lui un atome tellement central. Il peut faire des molécules légères, il peut faire des molécules très longues, donc des matériaux, des polymères. Il peut faire des molécules avec des atomes qui contiennent plus d'électrons que lui, moins d'électrons que lui.
Et c'est cette position centrale qui fait que c'est un atome de la vie. On en parlera un peu à la fin. Et enfin, le petit diablotin, cet électron en plus, l'azote, qui est central pour les engrais, qui est central aussi à l'intérieur de nous comme neurotransmetteur, qui produit aussi des oxydes toxiques. Voici les 3 éléments dont je vais un peu parler. Mais j'ai commencé tout de suite à parler d'éléments chimiques sans définir la chimie. Il y a plusieurs définitions de la chimie. Une est la suivante, une branche des sciences qui s'occupe essentiellement de la matière, de sa transformation, de la compréhension des règles qui nous permettent d'aller d'une molécule à une autre, d'un matériau à un autre. L'image que j'ai choisie pour exemplifier un peu la fascination que la chimie peut produire et que les chimistes dans la salle reconnaîtront, parce qu'elle a été choisie comme couverture du grand catalogue Aldrich qui nous permet d'acheter des milliers, des dizaines de milliers de produits chimiques juste du bout d'un clic d'ordinateur maintenant. Cette image est un alchimiste qui découvre le phosphore, un élément qui a besoin de conditions spéciales pour ne pas prendre feu immédiatement à l'air. Ces conditions spéciales se représentaient dans cette image par le ballon en verre qui contient cette lumière, cette substance lumineuse, le phosphore. Et ça aussi, c'est une des caractéristiques de la chimie. Ça a été de produire ces milieux réactionnels qui permettaient de maîtriser complètement, et dans certains cas donc d'exclure le milieu réactionnel. Pourquoi est-ce important ? Parce que si nous ne sommes pas capables d'exclure par exemple l'oxygène, d'exclure l'air et l'eau que l'air contient du milieu, toute réaction qui spontanément donnerait réaction avec l'oxygène ou l'eau ne serait pas accessible. Et c'est cette capacité du chimiste à s'isoler qui a peut-être aussi permis une production de matière hors sol. Hors sol physiquement, nous sommes contenus dans un réacteur. Vous voyez en haut une image d'un montage que j'ai dans mon laboratoire. La présence de tuyaux dans lesquels circule que de l'azote ou un gaz encore plus inerte, l'argon, permet d'isoler les molécules que je veux synthétiser et qui seront dans le petit ballon. Il me manque un petit pointeur. Yindra, si tu as quelque chose, je veux bien. Sinon, je vais essayer de le faire ici. Et bien voilà, la chimie que j'essaie de faire dans mon petit ballon en verre est possible parce que j'ai tout isolé et il n'y aura que l'azote ou l'argon qui vient de ce tuyau. De façon similaire, à échelle un peu plus grande, il y a peut-être ces boîtes à gants que vous avez vues dans les séries de policières qu'on voit assez souvent. Et le milieu réactionnel est à l'intérieur de cette boîte. Ce ne sont qu'un gaz comme l'argon et l'azote. Et je peux encore plus m'isoler de traces d'eau. Nous arrivons à une dimension encore plus grande quand nous entrons dans une salle blanche. C'est le même principe de la boîte à gants, mais elle est tellement grande que nous-mêmes entrons à l'intérieur de cette boîte à gants géante, tout habillée de combines isolantes. Donc cette chimie hors sol a permis en partie de ne pas avoir de limite de taille. Et l'exemple que je vais donner pour cette puissance et que je vais retravailler est le plus grand procédé chimique de synthèse, qui est la capacité qu'ont eu les chimistes de transformer l'azote de l'air en molécule NH3, en ammoniac. Et cet ammoniac est une molécule centrale pour les engrais. Avant d'aller directement dans la chimie, qu'on retrouvera ici au fond de mon tableau, voici quelques exemples sur le pourquoi l'azote est tellement importante. L'azote est cet élément
en rouge ici, que nous retrouvons dans toutes nos protéines, que nous retrouvons dans tout notre ADN, dans toutes nos molécules constituantes d'ARN, qui est à la base aussi de la chlorophylle dans le photosystème. Et quand à la fin du XIXe siècle, l'accès aux déjections de ce cormoran qui venait du Chili n'était plus accessible pour des guerres entre Bolivie et Chili, on en parlera pendant le deuxième cours qui sera spécifiquement dédié au cycle de l'azote, la capacité développée en Europe, et en particulier avec le procédé Haber-Bosch, de faire de l'ammoniac qui allait vers les engrais, nous a dédouanés de ce commerce d'échange de guano et a conduit à une production toujours plus grande d'ammoniac. Ceci aussi pour nourrir une population toujours croissante. La production d'ammoniac est ce petit camembert, 150 millions de tonnes par an. Je ne m'attends pas, et c'est très difficile à partager l'énormité de cette taille, mais je voudrais vous montrer par exemple qu'à 135, 105, 80, 75 millions par tonne, nous avons le propylène, le polypropylène, l'éthylène, le polyéthylène, donc toutes ces molécules qui font des plastiques. Ceci juste pour vous dire que la quantité d'ammoniac qui est produite est encore plus grande que la quantité des plastiques produits par l'homme. Ce sont des données de 2013, ça a augmenté depuis. Peut-être certains d'entre vous n'ont pas vu ce papier qui est sorti en 2020. 2020 a été une année charnière, a été l'année où la masse mondiale d'origine humaine a dépassé toute la biomasse vivante. 4 gigatonnes, milliards, 4 milliards de tonnes animaux, 200 milliards de tonnes les arbres et les buissons, en 2022, ont été plus légers que la somme des plastiques à 8 milliards de tonnes et des bâtiments et infrastructures à 1100 milliards de tonnes. Comme dans toutes les photos, si vous êtes comme moi, vous vous demandez et moi, c'était comment ma photo? Je souris, je suis bien, mes cheveux, ils vont comment? Bon, l'homme, il est là, si c'est ça que vous regardez. Il est ici. L'homme avec un grand H pèse 0,06 milliards de tonnes, ça veut dire 1,5% du poids des animaux et 0,007% du poids de tout le vivant. Je me suis demandé quelle serait la proportion des chimistes parmi les hommes et les femmes qu'on pourrait trouver ici. Et quelle serait la proportion des hommes et des femmes chimistes qu'on pourrait trouver parmi ceux et celles qui ont permis que la quantité de plastique arrive à 8 gigatonnes. Nous ne sommes pas les seuls responsables, évidemment, et c'est peut-être un bon moment pour se rappeler que toute possibilité technologique issue d'une recherche, par exemple, ne peut arriver au volume auquel elle arrivera que dans un certain contexte, avec certains usages culturels. J'ai choisi ce démultiplicateur de vitesse parce que nous parlions de plastique, mais il y a aussi des recherches qui sont faites et qui ne trouvent pas le contexte culturel, qui ne trouvent pas le contexte sociétal, le contexte économique qui leur permet d'augmenter leur volume. On parle aussi de sciences non faites ou de recherches non exploitées. C'est peut-être pour cela que les chimistes aussi se sont beaucoup investis dans cette idée de certains chimistes, en fait, c'est tout, dans cette idée d'anthropocène. Et c'est la phrase qui m'a le plus marquée. Considérez ceci, il y a 2 milliards d'années, les cyanobactéries ont oxygéné l'atmosphère et ont puissamment perturbé la vie sur Terre. Mais elles ne le savaient pas. Nous sommes la première espèce à avoir une influence à l'échelle de la planète et à être consciente de cette réalité. La phrase est très puissante,
mais je la cite ici parce qu'elle est reprise par Peter Mahaffy, quelqu'un qui travaille beaucoup le lien entre chimie et anthropocène et qui publie des articles, dont par exemple dans ce journal, le journal de l'éducation en chimie. Il y a un autre chimiste qu'il faut absolument que je mentionne, et c'est Paul Crutzen. Paul Crutzen est celui qui a utilisé le mot anthropocène à un moment, dans un contexte, qui a fait que ce mot a vraiment pris une ampleur. Il avait déjà été utilisé de façon sporadique avant, mais c'est intéressant aussi de savoir que ce chimiste de l'atmosphère, qui a eu un prix Nobel en 1985 pour son travail sur l'ozone et l'interaction dans la stratosphère. D'ailleurs, c'est assez marrant, le titre de sa conférence de Nobel était Ma vie avec O3, NOx et autres YZOX. Donc, se moque un peu de ce langage absolument incompréhensible, si ce n'est par le petit groupe que nous sommes, et qui nous permet d'avoir un accès à une partie de la réalité. Donc, la réalité à laquelle il avait accès était aussi cette réalité où l'ozone était en train de détruire, l'ozone entrait en interaction avec la stratosphère. Et dans ce congrès de géologie où tout le monde parlait de l'Holocène, donc l'ère géologique dans laquelle nous sommes, qui est caractérisée par rapport aux ères géologiques précédentes par un climat assez stable, il s'est énervé, il a dit « Mais voyons, arrêtez de parler d'Holocène, nous ne sommes plus dans une période de stabilité, nous sommes dans l'Anthropocène. Nous sommes dans la période géologique où l'être humain, l'anthropos, l'homme avec un grand H, je le dis maintenant, je le reprendrai enfin, nous sommes bien d'accord que anthropos, comme l'homme avec le grand H, n'existe pas. Et donc, ce mot anthropocène aussi peut être critiqué par cette vision un peu totalisante. Mais il a quand même un effet très, très puissant, ce mot, c'est qu'il convoque ensemble action de l'être humain, état de la Terre et société. Donc, un chimiste qui remet devant la salle cette idée que l'homme est devenu une force géologique. Un autre chimiste dont je veux vous parler, Will Steffen, qui a travaillé avec l'équipe de Crutzen, qui a travaillé aussi avec l'équipe qui a développé le contexte de limites planétaires. Malheureusement, on en parle toujours plus souvent parce que de nouvelles limites planétaires sont franchies. De quoi s'agit-il? Ce sont 9 paramètres: changement climatique, existence de nouvelles entités, diminution de la couche d'ozone, aérosol, acidification, flux biochimiques, utilisation d'eau douce, modification d'usage des sols et intégrité de la biodiversité, qui ont été évalués et quantifiés si possible et qui ont conduit les chercheurs à définir une limite. C'est ce pointillé ici, ce Safe Operating Space. L'espace dans lequel les activités humaines peuvent s'inscrire sans mettre en péril la frontière dont nous parlons. Et vous voyez que plusieurs frontières sont profondément franchies. Et j'en profite aussi pour attirer votre attention sur le fait que changement climatique dont nous parlons beaucoup, CO2 dans l'atmosphère, transition pour diminuer, n'est pas la frontière la plus entachée selon ce cadre. Et donc, ça convoque aussi la question sur pourquoi ne parlons-nous pas avec la même intensité des flux biochimiques, de l'azote ou du phosphore? Quelles sont ces nouvelles entités? L'aérosol atmosphérique, comment pouvons-nous le quantifier? On commence évidemment à entendre toujours plus parler de cet effondrement de la biodiversité. Donc, les limites planétaires de Will Steffen, et j'ai donc montré l'attention que les chimistes, par construction,
on vers les quantités de matière. Maintenant, je voudrais amener une autre, disons, sensibilité du chimiste, et qui est se trouver à l'interface avec l'énergie. Pour vous démontrer ça, je vais parler un peu du pétrole. Étymologie du pétrole, pierre et huile. Mais si nous allons en arabe, ça se dit mumia, donc qui rappelle bitume et cire. Si nous allons en japonais, il y a deux idéogrammes qui sont utilisés, un pour l'eau et un pour le feu, depuis le 7e siècle. Donc c'est une eau brûlante, c'est le gaz naturel qui était utilisé pour l'éclairage et le chauffage. On retrouve ces pointes aussi dans le paléolithique, où quelque chose à base de bitume était utilisé sur ces pointes en Syrie. On retrouve une mention du poids, du goudron, nous dirions maintenant dans la Genèse. On a vu dans des textes que Charles Quint était traité de la goutte avec des matériaux issus du pétrole. J'ai découvert ça, j'ai trouvé ça assez savoureux, que les oracles de la prêtresse Phitie du temple d'Apollon à Delphes étaient sur une source de méthane. Et c'était cette inhalation qui les conduisait dans des états de conscience altérés. Un peu la même chose aussi en Azerbaïdjan, le site de la religion fondée par Zarathustra à Bakou. Et je citerai en italien, ma langue, un petit bout du Milione de Marco Polo. In Georgia è una fontana ove surge tanto olio e non è buono a mangiare, ma si da ardere. En Géorgie, il y a beaucoup d'huile, mais cette huile n'est pas bonne à manger, elle est bonne à brûler. Et les armoiries d'une ville italienne, Salsomaggiore, ont ce dragon avec ses flammes parce que ça a été une des villes en Europe qui, pour la première, a aussi eu ce gaz de ville. Ce petit excursus historico-étymologique était pour vous montrer que nous retrouvons deux utilisations, matériaux, énergie, et que dans la chimie, cette ambivalence entre matériaux et énergie est toujours présente. La définition qu'un physicien donnerait de l'énergie est la suivante. L'énergie est la propriété qui doit être transférée à un corps ou un système afin de produire un changement. Et si nous imaginons que dans toutes les liaisons chimiques, il y a des électrons qui sont une de ces manifestations de l'énergie, nous pouvons penser, grâce à sa capacité à déplacer les électrons entre les atomes, à réarranger les liaisons, que la chimie est une science transformatrice. Exemple. Nous voyons ici, bientôt j'espère, ou pas, une flamme de méthane qui brûle. Cette flamme, la chimiste va l'interpréter avec du méthane, avec de l'oxygène, qui dégage de la chaleur, avec le dioxyde de carbone et l'eau produite. Et c'est cette distance, cette différence d'énergie entre les molécules au début de la réaction et les molécules à la fin de la réaction qui est récupérée sous forme de chaleur. L'autre chose que fait le chimiste, ce n'est pas juste de penser en termes d'énergie, il pense évidemment en termes de bilan massique, rien ne se crée, tout se transforme, nous ne pouvons perdre que l'hélium, et lui aussi, il n'est pas perdu, il est juste sorti de l'atmosphère. Et enfin, le chimiste va aussi penser au chemin qui permet de connecter le début à la fin. Et nous parlons alors de cinétique. L'autre lien que nous pouvons faire avec la transformation de la matière n'est pas juste d'utiliser des réactions que nous appelons spontanées parce que l'énergie du début est plus haute que l'énergie de la fin, mais nous pouvons faire le chemin inverse. Quel meilleur exemple que la photosynthèse, qui est ici très, très sommairement représentée de façon tout à fait schématique et approximative, comme la conversion du dioxyde de carbone et de l'eau, cette partie est correcte, en une multitude de matériaux, c'est ici l'approximation, je ne montre que le glucose, avec un chemin très simplifié, mais qui représente bien l'idée selon laquelle, grâce à l'énergie solaire, nous pouvons remonter une pente énergétique.
Et ceci, ce sont des concepts que nous utiliserons pour discuter un peu la transition énergétique. Voilà donc ce que je voulais présenter sur les quelques bases de chimie. Revenir aux limites planétaires et voir qu'en effet, il s'agit de flux et non plus juste de matière. Flux biochimiques, changement climatique, diminution d'une couche d'ozone. Donc ça aussi, on est un peu câblé pour. Et la raison pour laquelle j'ai parlé de Will Stephen, c'est parce qu'il a beaucoup œuvré pour mettre en avant, pour quantifier cette phase que nous traversons, qui est aussi appelée la phase de la grande accélération. En suivant des marqueurs socio-économiques ou du système Terre, il y en a plus de 24 dans ce papier, j'en en reporte que 3 pour la première catégorie et 3 pour la deuxième. Nous voyons bien qu'à partir des années 50, nous vivons cette grande accélération. Et c'est la présence de cette grande accélération avec le contexte anthropocène qui nous amène à nous questionner sur l'habitabilité de la Terre, mais en tant que chimiste aussi, sur les effets peut-être de certains de ces processus, de certains de ces procédés, et de comment nous pensons une adaptation à cette grande accélération. Je vous l'ai déjà anticipé, ça sera le thème d'un cours à part entière, cette réaction fondamentale pour la chimie, mais aussi pour nous, êtres humains, et une partie des êtres humains, la transformation de l'azote de l'air en ammoniac qui est à la base de l'engrais. Les politiques actuelles visent beaucoup à réduire les émissions de ce procédé qui est appelé le procédé Haber-Bosch, mais maintiennent la centralité, à raison pour certaines parties, à tort pour d'autres, me semble-t-il, la centralité de ce procédé. Et une des raisons qui amène à considérer le procédé Haber-Bosch presque comme intouchable, c'est parce que, on le disait depuis des décennies et on continue à le dire, le procédé Haber-Bosch nourrit moitié de la population mondiale. Vous voyez dans un papier assez récent, mais ça existe encore, 1900 jusqu'en 2000, la population mondiale qui augmente, la quantité de Haber-Bosch, et ça c'était un peu, je pense, le but aussi des auteurs, de montrer qu'on arrive à augmenter l'efficacité, mais surtout ici en pointillé, une estimation de la quantité de population mondiale qui est nourrie, je vais vous lire, World Population No Haber-Bosch Nitrogen. Ça voudrait dire que si nous n'avions pas le Haber-Bosch, on pourrait imaginer que presque la moitié de la population ne pourrait pas vivre. Et ça devrait être l'argument massu. Mais quelle moitié de la population? Quand on dit que le Haber-Bosch nourrit moitié de la planète, il suffit de faire une comparaison directe avec ces données tirées par l'agence, la FAO, l'agence qui s'intéresse à l'alimentation des Nations Unies, pour voir que ces grandes phrases absolues qui rappellent un peu le concept d'anthropocène, le H avec le grand homme, oublient des différences importantes et ne permettent pas donc de faire une science tellement totalisante. On garde l'Haber-Bosch parce qu'il nourrit moitié de la planète. L'autre chose qu'il faut que ce décentrage nous permet de faire quand on est chimiste et on entend le procédé Haber-Bosch est proche du maximum d'efficacité, et c'est vrai, il y a des données thermodynamiques, des données factuelles qui montrent qu'on ne peut pas améliorer l'efficacité. On a déjà fait tout ce qu'on pouvait faire pendant le XXe siècle. Mais azote, ammoniac, après il faut faire des nitrates, la combinaison des deux et de l'urée donne des engrais, et c'est ces engrais qui amènent à la nourriture. Si nous allons lire des articles écrits par des écologues, écrits par surtout des non-chimistes, nous voyons que pour 100 éléments d'ammoniac qui sont produits par le procédé Haber-Bosch, 6 sont perdus avant qu'on applique l'engrais. 47 n'arrivent même pas à la plante. 16 ne sont pas récoltés.
Nous en perdons 10 de plus si nous faisons un cycle de conversion de plantes vers protéines animales. 5 ne vont pas vers l'aliment et 12 ne sont pas mangés. Donc, à partir de ces 100, il n'y en a que 4 qui sont mangés. Ceci veut dire que quand chimiquement nous nous sentons bloqués par cette idée que le procédé a une efficacité qui n'est pas améliorable, donc on doit s'investir sur stocker du CO2, sur trouver d'autres façons, nous pouvons peut-être faire un pas de côté et comprendre qu'il y a peut-être d'autres choses à réfléchir. D'autant plus que la lecture de ces papiers d'écologie montre que de 3 à 5% des pertes en azote sont sous forme de N2O. Ça ne vous pas nécessairement évoque quelque chose, mais le N2O est un gaz à effet de serre très puissant. 300 fois, 298 fois pour être précis, plus puissant que le CO2. Donc, nous nous évertuons avec des politiques de recherche à capter tout le CO2 en amont de la réaction de production dans l'ammoniac, comme si tout le problème était là, sans avoir fait le lien avec l'écologie qui nous dit « mais vous émettez encore plus d'équivalent CO2 en aval ». Donc, je suis arrivée à la première, il y en a 3, phase de ce cours, c'est qu'une des leçons possibles depuis cette frontière à Haber-Bosch, c'est que la chimie qui se corrige et qui s'améliore que par la chimie peut produire des contresens. Et là, on retombe dans un dilemme épistémologique. C'est un mot qui m'intimide beaucoup, épistémologie, donc j'ai mis un petit astérix. Théorie de la connaissance comme objet d'étude. Donc, qu'est-ce qu'on peut connaître? Comment pouvons-nous le connaître? Donc, un des dilemmes de l'épistémologie a été, est-ce que l'organisation par discipline de la science, que nous avons hérité depuis le 19e siècle, avec Auguste Comte en particulier, qui expliquait mathématiques, physique, chimie, biologie, sciences humaines, est-ce que cette organisation disciplinaire est encore adaptée à l'époque de l'Anthropocène, où il y a une connexion systémique tellement profonde et en plus avec une accélération, avec une vitesse des changements qui nous demande de repenser la science. Et en particulier ce couplage entre sciences dites dures, par opposition à sciences molles, c'est sympa, sciences exactes, avec un certain niveau d'arrogance que nous allons peut-être un peu discuter plus tard, ou physique et naturelle. Donc tout ça couplé à la méthode réductionniste dans un laboratoire, c'est facile, je fais de la bonne science quand je ne change qu'un paramètre. Cette méthode réductionniste n'est pas adaptée à une vision complexe, interdépendante, et pour ceux et celles qui l'ont déjà lu, je l'ai lu avec une certaine difficulté cet été, et surtout sur les dernières parties, mais ça a été intéressant de lire Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe. Pour les scientifiques comme moi qui préfèrent aussi des choses un peu plus légères, il y a ce très beau papier de Anderson, un prix Nobel en physique, qui explique que more is different. Le plus est différent. Il y a quelque chose, on parle aussi d'émergence de propriété, qui fait que nous ne pouvons pas juste passer d'une discipline à l'autre et ne pas perdre des choses importantes. Voici donc la première pause, dans ma tête du moins, où j'ai essayé de poser la chimie comme transformation de la matière, la chimie comme quelque chose d'important à l'interface énergie, et les limites de penser que nous pouvons améliorer cette science importante sans s'ouvrir à d'autres disciplines. J'entame alors la deuxième partie en partageant un papier qui m'a beaucoup frappée. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez les résultats d'une étude conduite par Monsieur Dan Kahan, qui est un psychologue qui s'intéresse de politique et qui a enquêté
avec la question suivante: est-ce que la Terre est en train de devenir plus chaude, fondamentalement, surtout parce que les êtres humains sont en train de faire des activités dont brûler des énergies fossiles? Et là, si vous répondez comme ça, vous serez plutôt sur le 1. Ou pour des phénomènes naturels de la planète. Et là, on serait plutôt ici. Bon, ça, c'est de 2015, ça commence à être daté. Mais il a organisé les réponses en fonction de la capacité de la personne qui répond à avoir un bagage scientifique peu nourri ou très important. Capacité à définir la gravité, la formule de l'eau, etc., etc. Et on a l'impression d'avoir une timide corrélation entre culture, allons-nous dire, capital scientifique ici, et probabilité de croire dans le réchauffement climatique. Mais M. Dahan a demandé à chacune des personnes qui a répondu de s'autodéterminer. Est-ce que la personne qui répond est un liberal democrat en bleu sur le transparent ou un conservative republican en rouge? C'était aux États-Unis. Et là, vous voyez quelque chose qui, moi, m'a quand même coupé le sifflet. Plus on a un capital scientifique, donc plus on se retrouve ici, plus on va répondre de façon marquée, différente. Résolument oui ou résolument non. Pas de place au doute. Et on va le faire de telle façon à se conformer à notre identité politique profonde. Donc, ceci soulève une question de connaissance. Si la science est l'interprétation des données expérimentales, et si ces données expérimentales sont interprétées en fonction de comment je me sens politiquement dedans, on a un souci. Et ça fait partie de ce qui m'a embarqué dans ce travail que vous voyez ici, que j'essaye encore de restituer, et ça va s'accélérer parce que je suis en train de prendre un peu trop de temps. L'idée de démêler la connaissance, déjà démêler, c'est un peu trop positiviste, on ne va pas pouvoir démêler la connaissance de notre essence, mais essayer de voir si comprendre un peu mieux la corrélation entre qui nous sommes et la science que nous produisons peut permettre d'augmenter le pouvoir transformateur et de la personne et de ses recherches. Le point de bascule a été quand Pablo Jensen, au cours d'un des cours publics de l'école urbaine de Lyon l'année passée, je vous invite à la revoir sur YouTube, a mentionné ce papier de Donna Haraway, dont le titre en français est « Savoir situer la question scientifique dans le féminisme et le privilège de la perspective partielle ». Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Donna Haraway est une biologiste qui est devenue philosophe assez éclectique. Et une de la thèse qui a été défendue et qui a été beaucoup reprise est que, et là j'utiliserai des mots que j'ai trouvés sur Wikipédia pour être juste, Haraway postule qu'en reconnaissant et comprenant la contingence de la position dans le monde, et donc certains aspects contestables des prétentions à une science neutre, à une connaissance neutre, les sujets, dans mon cas les chercheurs, les chercheuses, peuvent produire des connaissances avec une plus grande objectivité, mieux en tous les cas que s'ils se prétendaient être des observateurs détachés. Donc l'idée est, OK, l'idée est de situer, essayons de situer la chimie. Qu'est-ce que ça veut dire réussir à expliciter la perspective et à partir de ça, peut-être en croisant plusieurs, améliorer la science qui est produite. 2 exemples sur qu'est-ce que c'est une science non située, assez simple. J'ai mentionné le lithium, les batteries à lithium. Le principe, c'est que nous avons 2 parties séparées par un matériau à travers lequel ne peuvent passer que les ions lithium, le lithium plus dont je vous parlais en introduction. D'un côté, le lithium métal est intercalé
entre du graphite, hein, ce qu'on utilise pour le papier, de l'autre côté, un autre matériau qui peut absorber le lithium, métal, un à énergie plus haute, l'autre à énergie plus basse, spontanément. Tout veut aller vers l'énergie plus basse. Mais il faut qu'il y ait le fameux chemin dont je vous ai parlé. Et ce fameux chemin dont je vous ai parlé, c'est l'interrupteur qui se ferme, qui permet aux électrons de passer par cette partie, au lithium plus, qui est plus petit, de passer à travers le séparateur, et donc d'avoir un courant ici. A contrario, si nous voulons recharger la batterie, une fois que tout le lithium est passé du côté plus stable en énergie, il va falloir faire, comme je vous ai montré avec le petit dessin de l'énergie qui monte, le coupler avec une source d'énergie et recharger cette batterie pour que tout le monde se déplace dans l'autre sens, ion lithium par ici et électron de l'autre. Voici un des transparents d'introduction qu'un de mes collègues californiens, le cas échéant, a présenté pour démontrer l'utilité de ces recherches. Il a démontré que ces recherches qui donnaient des matériaux capables de faire ce travail, qui sont quand même des matériaux coûteux, etc., restent intéressants et compétitifs avec le prix si nous faisons la technique de l'écrêtement des pointes. Ça veut dire on recharge la nuit et on vend la batterie qui marche le jour. Un peu comme on peut faire dans des digues d'eau où EDF fait passer l'eau le jour pour vendre à prix cher cette électricité sur le marché, et la nuit, les pauvres truites, elles doivent entendre l'eau qui remonte parce que ça coûte moins cher à EDF de remonter l'eau. Bon. Cette stratégie d'écrêtement des pointes est tout à fait légitime et est légitime pour expliquer la science et les recherches de ces batteries. Mais il y a un petit problème. Quand j'ai entendu ce chercheur était en train de présenter ce transparent dans ce pays-là. Le pays où 10% des personnes ont accès à l'électricité. Quel sens a une recherche qui se justifie par le prix haut et le prix bas de l'électricité dans un pays où il n'y a même pas l'électricité? Donc ça, c'est un exemple assez simple de situer. C'est un peu géographique, c'est un peu... bon, ça peut être un peu peut-être considéré à des pâquerettes. Donna Haraway parle par exemple du fait que des vieilles catégories un peu klotzy, hein, les marxistes de tradition, comme sexe, genre, classe sociale, n'expliquent pas tout, mais ont une certaine utilité. Voici un deuxième exemple issu de ma pratique, une autre conférence où un collègue démontre qu'un produit vendu, hein, qui a son marché, qui est fait à partir de fossiles, il peut le faire de façon efficace et élégante à partir de biomasse. Et son transparent écrivait « from biomass hein, », de la biomasse, donc biosourcée, vers la beauté. Quel fut mon étonnement quand j'ai appris que la molécule dont il parlait était un inhibiteur de mélanine, était une molécule qui permettait de rester avec une peau bien blanche. Je lui ai fait remarquer que son idée de beauté qu'il transmettait par cette façon de situer sa science était quand même assez restreinte et qu'il y avait d'autres formes de beauté qui n'avaient pas nécessairement besoin d'un inhibiteur de mélanine. C'était un homme, il était blanc, son chef était un homme blanc. L'étudiant qui a proposé ce titre et qui a fait ces recherches était un jeune homme blanc. Probablement, ils n'ont pas beaucoup de femmes métisses dans leur famille et dans leur entourage. C'est une autre façon aussi de situer et de montrer qu'un savoir non situé est un savoir situé qui s'ignore. Bon. Enjeu épistémologique, je viens de vous le dire, on peut peut-être produire une connaissance meilleure, mais aussi enjeu politique. Les savoirs non situés ignorent la partialité de leur point de vue et donc perpétuent les injustices qui sont en faveur des intérêts de ceux, individus ou systèmes, qui bénéficient de cette partialité. Donc pour moi,
le travail autour de la chimie située est un enjeu d'améliorer la recherche, mais aussi un enjeu politique. Et je n'ai pas envie de me battre. Je n'ai pas envie de dire « là, c'est pas bon, ça, c'est pas bon comme ça », ou de dénoncer. Je crois aussi qu'on a un autre ressort, et Descola, avec ce livre qui est en librairie pour l'instant, le montre aussi de façon très claire, hein, Ethnographie des mondes à venir, l'importance des imaginaires et des projections. Et c'est la proposition que je fais sur les situés, les recherches, c'est de s'intéresser à quels sont nos imaginaires, quelles sont nos projections. Pour étayer un peu l'importance de ces imaginaires, je vais juste vous citer ce livre que j'ai connu grâce à Antoine Missemer, un historien du CIRED, La vie électrique, où ces auteurs rappellent une enquête d'Anne-Françoise Garçon qui a étudié la compétition. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire quand la petite boule montait sur l'écran. Ça, c'est mes recherches. Je m'intéresse à, avec de la lumière solaire, prendre du CO2 de l'air, prendre de l'azote de l'air et essayer de stocker de l'énergie pour produire des carburants qui sont des alternatives aux fossiles. Donc je suis en plein dans cet imaginaire de la transition énergétique, etc., etc. C'est pour ça aussi que ça m'a intéressé d'avoir un apport d'historien. Et voilà ce qu'ils ont étudié. Ça a été la compétition entre la voiture électrique et la voiture à combustion interne, hein, l'automobile comme nous la connaissons maintenant, à Paris au début du 19e siècle. Et ce que Madame Garçon démontre, c'est que les moteurs électriques ont très vite été confrontés à des problèmes de batterie, de recharge, de coûts, de réseau. Vous retrouvez le contexte socio-économique, le contexte aussi de technologie que j'ai mentionné en ouverture. Hein. C'est un ensemble de causes. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'était la deuxième partie. Plus fondamentalement, l'automobile a été progressivement investie d'un imaginaire qui lui est propre. La voiture, et non pas la voiture électrique, a permis de nouvelles perspectives, celles des voyages lointains. Et cet imaginaire a construit aussi la domination de l'automobile à combustion interne sur l'automobile électrique dans le Paris du XXe siècle. Donc, mon cadre de chimie située s'interroge sur quelles sont nos projections, quels chimistes ont quelles projections. Et le premier exemple que je vais vous donner, c'est des collègues que j'ai rencontrés à Toulouse, où il y a un atelier d'écologie politique, la Techopole de Toulouse, assez connu. Hein. Ces recherches sont portées par Julien Carret et Sébastien Lachaise, avec les étudiants Marion Lou et Bastien Sanglard. Et ils se sont posé la question avec une démarche très, très construite. Ils ont essayé de trouver quelles recherches respectaient les critères de pérennité, d'équité et de convivialité, selon Ivan Illich, pour ceux et celles qui le connaissent, un outil utile dans ce contexte-là. Ne pas maintenir la même production, évidemment, il va falloir réduire, mais on aura quand même besoin, dans leur imaginaire de petits villages suffisants, merci, il y aura besoin de raffiner des minerais de fer. Et pour cela, ils sont en train de s'intéresser à de l'irradiation à solaire concentrée et comme source de réducteurs. Les chimistes ont reconnu qu'ici, il y a un oxyde, donc un degré d'oxydation haut. Ici, il y a un métal, degré d'oxydation bas. Il faut fournir des électrons. On a besoin d'un réducteur. Et cette réduction se fera avec de l'urée issue de notre propre urine ou de l'urine de l'élevage qu'il pourrait y avoir. Donc, ce type de chimie est une chimie située dans une projection, dans un monde. Et ça fait partie du cadre des possibilités que je suis en train de bricoler, de mettre ensemble en étant à l'écoute et des collègues et la lecture de la littérature. Deuxième exemple. C'est fait exprès pour que ça soit un peu repoussant. Des études de chimie
qui s'intéresse avec des calculs théoriques à comprendre la mobilité de ions lithium plus, dont nous parlions, dans des solutions très concentrées, comme dans des salins. Cette pape tellement dense qu'on ne sait plus si c'est de l'eau ou si c'est déjà un sel. Les calculs de ces personnes ont démontré que dans ces conditions qui sont similaires à celles des lacs desséchés d'Atacama, du désert du Chili, le lithium bouge comme s'il était dans l'eau et non pas comme s'il était dans un solide, comme je vous ai montré dans les batteries de quelques exemples plus tôt. Pourquoi est-ce que c'est une chimie située? Parce que la raison pour laquelle ils ont entrepris ces recherches, c'est parce qu'ils voulaient contribuer à la lutte du peuple mapuche qui essaye de défendre son accès à l'eau potable qui est en dessous de ces lacs desséchés, de ces salins qui sont en train d'être, comment vous avez dit ? Qui sont en train d'être dragués, utilisés par l'industrie minière comme source de lithium pour notre fameuse transition énergétique ici en Europe. Et ce travail de mine est en train de compromettre l'accès à l'eau potable. Ce travail de chimie permettra à un juge de dire que la législation qui s'applique sur ces lacs est la législation relative à l'eau et non pas la législation relative au code minier. Et c'est pour ça que vous voyez que ce type de chimie située peut répondre à une chimie pour la justice sociale ou la chimie pour un équilibre nord-sud. Je vois que les minutes défilent, je vais vous donner un dernier exemple détaillé. Il s'appelle Anthony DiFranco, il est ingénieur, biohacker et diabétique. Vous pourrez trouver un article en français dans la référence que je porte ici. Et il est porteur du projet Open Insulin, du Counter Culture Labs en Californie, qui donne des recettes pour faire de l'insuline de façon accessible, community-owned et à bas prix. Parce que vous savez sans doute qu'aux États-Unis, l'insuline peut être très difficile d'accès et fait une sélection par l'argent entre ceux et celles qui peuvent se payer et peuvent se soigner ou pas. Il me semble que ce type de travail, évidemment, social justice, mais aussi dans un contexte de changement climatique, vous savez peut-être, vous faites peut-être partie de ceux et celles qui dans d'autres conditions, seraient peut-être des pompiers ou dans d'autres conditions, seraient des médecins urgentistes qui se disent ils sont bien gentils à me vendre les scénarios à 1,5 degré, à 2 degrés. Il y a des chances non nulles qu'on aille à 3 degrés, à 4 degrés. Il y a des chances non nulles que ceci produise des bouleversements au niveau de transport, d'échange de matière. Comment on fait pour que mon grand-père ait l'insuline ? Ce type de travail, ce type de chimiste, c'est ce que j'appelle les combattants des 4 degrés. C'est un type de, j'espère, une dystopie, c'est un type de réflexe qui ne me parle pas, qui me fait même un peu peur. Moi, je ferai un autre type de chimiste. Mais je suis tout à fait contente qu'il puisse y avoir des personnes qui se posent la question comment on fait, quel type de chimie, quelles sont nos cibles, etc., etc. Et donc, il y a toute une partie... moi j'en fais partie aussi de ceux qui travaillent avec les grands industriels, par exemple, pour réduire leur empreinte. C'est bien gentil de penser à 20 ans, à 40 ans, mais moi je préfère faire un petit truc maintenant qui a déjà l'effet. Fine, do it. Force de la nature. Autres qui travaillent que pour le plaisir de la science, ce qu'on appelle le libido sciendi, où on se retrouve, et c'est vraiment un plaisir, hein, où on se retrouve complètement absorbé par notre objet, avec comprendre un tout petit détail d'un spectre, et on ressent une émotion agréable. Adelina, par exemple, elle me semble pouvoir représenter ce qui
absolument comme phare directeur ne veulent pas faire de mal. Elle, c'est une théoricienne et elle étudie le développement par calcul des structures possibles de médicaments qui pourraient interagir avec des protéines. Et elle a couplé son code avec des données de toxicologie pour être sûre que dès la conception, le risque de toxicologie des molécules qui sortent de son code soit pris en compte, etc., 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 etc. Je m'arrête sur celui-ci. Beaucoup d'entre nous, chimistes, pensent que nous sommes des artistes parce que nous créons nos propres objets. Et c'est vrai, nous faisons nos molécules. Et on a même des molécules de l'année. Là, vous voyez la molécule de l'année 2022. C'est une diode électroluminescente organique particulière qui défie la règle de Hund. Bon. Mais si je parle de ça, je vais aussi vous parler de ce livre qui s'appelle « Merci de changer de métier » de Célia Izoard, aux éditions La Dernière Lettre, qui a interviewé des physiciens, là c'était plus que des chimistes, qui s'intéressaient à la robotisation. Et la conclusion de son étude, c'est merci de changer de métier. Vous parlez que vous êtes des artistes, vous créez vos objets, mais vous ne rendez même pas compte du monde auquel vos recherches participent. C'est pas juste que j'ai oublié, il y a des choses aussi qui sont importantes et ce cadre est un cadre évolutif par construction. Le but, c'est d'installer une discussion, de voir une représentativité globale. Donc voilà, vous avez vu la proposition de ce cadre évolutif chimie située. Je l'ai déjà testé une fois avec des collègues à une conférence assez renommée. Et j'ai eu le plaisir de voir que d'une façon un peu privée, hein, on n'est pas obligé de dire comment on se retrouve. Mes collègues se sont dispatchés un peu partout, social justice, libidociendi, power of art, do no harm, etc., etc. Et il n'y en a qu'une qui m'a dit « je ne comprends pas du tout ce dont tu me parles » et aucun qui m'a dit « j'ai compris, mais il faut que tu arrêtes ». Donc je suis quand même un peu... j'ai envie de continuer. Et voilà, donc en 3 minutes, l'ouverture, hein, le dézoomage, c'est cette idée. Et ce dézoomage, cet intérêt pour l'anthropologie, pour la philosophie, ce couplage, suggère que, il me semble, hein, et c'est pour ça aussi que je suis là pour espérer que des personnes plus compétentes que moi aient envie d'échanger sur ce domaine. Il me semble que l'anthropologie a montré aussi que c'est une science qui permet de se découvrir soi grâce au décentrement et aller vers l'autre. Et comme Philippe Descola a commencé à étudier les Shuar d'Amazonie et il trouve maintenant, avec un lien, une filiation directe, l'importance des ZAD et un engagement politique sûr. On peut rappeler aussi Pierre Clastre, qui a étudié les Guayakis au Paraguay et qui en a déduit aussi tout un rapport au pouvoir politique. Ces réflexions autour de l'anthropologie ont amené à des concepts comme l'ethnocentrisme, comme la critique de certaines formes d'anthropologie, comme une possibilité aussi de faire une anthropologie décoloniale, voire postcoloniale, grâce à tout ce travail. Donc, aller pour nous vers des pays non européens pour apprendre plus sur nous-mêmes. Dans la philosophie, peut-être on peut aussi voir que Donna Haraway et d'autres sont en train non seulement d'aller vers d'autres humains, mais sont en train de travailler le lien entre humains et non-humains, entre humains et vivants non-humains. Si vous la connaissez, vous savez qu'elle fait des preuves d'agility avec sa chaîne Cayenne et que ça a été important pour qu'elle développe ce manifeste des espèces compagnes. Ces concepts de plantationocène, de Stulucène, j'ai des citations, je n'ai pas le temps de le lire, je vais vous dire que quelques mots. Nature et culture font partie de ces nombreuses binarités qui ont une longue histoire dans la conquête coloniale et capitaliste et qui sont radicalement hiérarchiques. Et elle essaie de s'en défaire.
Le Stulhusen, qui est le concept qu'elle amène, est un endroit pour travailler, ralentir et renverser l'Anthropocène, le Capitalocène et le Plantationocène. C'est un lieu et aussi une manière de se situer avec les autres terrestres, aussi bien humains que non humains. Eh bien, je me demande si ce qu'on est en train de faire aussi maintenant, notre rapport au monde, mais à l'extraction des minerais, à la transformation des matières, ne peut pas s'inscrire dans ce décentrement toujours plus radical d'homme à homme, d'homme de vivant humain à vivant non humain et de humain vers les objets. Je ne sais pas ce que je viens de faire. Voilà. Il reste 8 secondes, donc le tableau de Mendeleïev et ses étapes successives, cette façon qui a l'air très neutre, où on parle juste d'un élément, qu'il soit au Chili ou qu'il soit à Bruxelles, c'est exactement le même carbone. Mais on voit poindre des choses différentes. Il y a d'autres façons de représenter la chimie. Ce tableau de 76 montre combien de ces éléments on a en Terre. Cette version de 2019 montre combien reste-t-il et y en a-t-il assez. Ça va de vert à jaune, à orange, jusqu'à rouge. Mais là aussi, ça conserve une posture extractiviste. Y en a-t-il assez? Assez pour nous? Pour qui? Pour ses usages? Bon, ça continue. 2021, il y a une nouvelle question qui se pose. Y en a-t-il assez? Est-ce durable? Et là aussi, durable dans quel système? Pourquoi? Des questions comme l'utilisation du carbone pour la guerre, l'utilisation du carbone et du climat sera l'objet de mon troisième cours. Et la troisième étape qu'on est en train de traverser maintenant dans l'UQAM, je n'ai pas dit ce que c'est une association de sociétés savantes en chimie européenne. Je crois qu'on peut dire qu'elle représente 160 000 personnes. Le dernier avatar est un avatar qui s'intéresse aussi au fait quels sont les impacts et environnementaux et de guerre sur le carbone et sur l'azote. Ce n'est pas encore ratifié, c'est un travail que nous faisons. Voilà donc une science qui peut être hors sol, qui a aussi construit sa force par sa capacité à être hors sol et qui essaie de se réinscrire dans un système Terre. Vous venez de voir une introduction au projet Chimie Située. J'essaye d'échanger avec qui est intéressé, donc n'hésitez pas, vous avez mon email. Le deuxième cours sera sur le cycle de l'azote. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a eu aux Pays-Bas cet été des manifestants d'agriculteurs, un peu comme nos gilets jaunes, mais des gilets jaunes non pas liés au prix de l'essence, donc du carbone, mais liés au prix et aux politiques de l'azote. Donc, de nouveau, couplé chimie et le monde qui nous entoure dans un contexte anthropocène. Troisième cours autour du carbone et de la transition énergétique. Le quatrième, c'est un pas de côté, c'est la partialité des perspectives dans une institution de recherche et non pas que dans des recherches. Et là, je vous parlerai un peu d'un exemple tiré de ma vie de chercheuse et en particulier de qu'est-ce qu'on considère excellent dans des recherches et comment ceci, de façon biaisée, est pensé par des hommes pour des hommes. Et enfin, la perspective science située qui devrait dépasser aussi la chimie. Je vous remercie beaucoup, mais avant, je voudrais remercier les personnes qui sont au cœur de cette démarche, tous ceux qui sont venus à une école qu'on a organisée à Ossois en 2022, dont l'école urbaine de Lyon a été un partenaire très important et dirigé par Michel Lusseau, vous le savez, et des personnes présentes. Je voudrais mentionner Maria Grace Salamanca, qui est une philosophe de l'épistémologie des Suds, et Yindra Karteshvili, dont le soutien a été très important. Une partie des étudiants et des permanents de l'école, nous sommes en train d'écrire un papier sur ce couplage chimie, et nous nous appelons les transchimistes. Nous ne sommes pas chimistes, mais une approche transdisciplinaire à la chimie. Et je mentionne Marie-Hélène Pietrarou, qui est chimiste et doctorante au CEA, et qui a fait d'ailleurs un discours assez remarqué, qui a été appelé de la bifurcation à Polytechnique cette année.
Antoine, l'historien dont je vous ai parlé, qui a publié le livre Une histoire de la pensée écologique. Pablo Jensen, qui anime le collectif Fabrique des questions simples sur Lyon et dont je recommande très fortement le cours Sciences et machines, une généalogie conceptuelle de la grande accélération, qui est sur la chaîne YouTube de l'école, et Paul Anastase, un fondateur de la chimie verte, mais qui montre, et c'est un autre papier, que ce n'est pas nécessairement que évolutionnaire, que la chimie verte peut aussi être révolutionnaire. Je vous remercie.